Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le troisième volet de l'énergie, on parle cette fois d'énergie potentielle d'un système. Alors on parlera des forces internes et externes, de l'énergie cinétique d'un système, un tout petit mot sur les forces conservatives parce qu'on en a besoin, puis on définira enfin les énergies potentielles gravifiques et élastiques, et puis on pourra résoudre des exercices ensemble. Alors un petit mot sur l'énergie cinétique des systèmes. Si je prends comme premier système le système pomme-terre, ce système subit une interaction interne. La Terre exerce une force à distance sur la pomme et de façon réciproque, la pomme, on la connaît moins, exerce un effet sur la Terre qui est une force d'attraction. Donc les deux entités s'attirent mutuellement. Maintenant, il est bien évident que sous l'effet de cette force interne, la pomme va acquérir une grande vitesse vers le bas, alors que la Terre, elle, ne bougera quasiment pas, elle a une vitesse quasiment nulle. Donc la pomme va acquérir une grande énergie cinétique, tandis que la Terre ne va pas en acquérir. Et donc on pourra dire que l'énergie cinétique de ce système pomme-terre est égale à l'énergie cinétique de la pomme. Tandis que si on prenait un système dont on ne parlera d'ailleurs pas cette année-ci, mais c'est juste pour que vous le sachiez, il y a aussi ici une interaction intérieure entre un électron et un proton. Le proton exerce sur l'électron une force à distance et l'électron exerce sur le proton exactement la même force, mais sous l'effet de cette interaction interne, les deux particules étant toutes deux de faible vitesse, de faible masse, elles vont toutes les deux acquérir une grande vitesse, et dans un système comme celui-là, l'énergie du système serait l'énergie cinétique de l'électron plus l'énergie cinétique du proton. Donc retenez ce système-ci, on parle de l'énergie de la pomme, en réalité c'est l'énergie du système Terre-Pomme. Que sont des forces conservatives en physique? Ce sont des forces dont le travail ne dépend pas du chemin parcouru. On en reparlera plus tard. Sachez simplement qu'il y a deux forces rencontrées cette année qui sont des forces conservatives. D'une part, c'est la force gravifique, c'est-à-dire la force poids, exercée par et sur toutes les masses, et d'autre part, c'est la force élastique, exercée par un ressort lorsqu'il est soit comprimé, soit allongé. Alors un tout petit rappel de ce qu'on a vu dans une vidéo précédente. On a vu que si on étudiait un système sur lequel il y avait une force résultante qui était une force extérieure, alors cette force extérieure avait la faculté, lorsqu'elle travaille, de communiquer ou de modifier en tout cas la vitesse du système, et le travail de cette force extérieure était égal à la variation de l'énergie cinétique du système. On va regarder maintenant un cas de figure différent. On étudie le système livre-terre, et dans ce cas-ci, on exerce aussi une force extérieure, mais qui s'oppose exactement à la force poids, qui est une force interne et conservative. Donc le livre n'est soumis dans ce cas à aucune force nette. Pourtant, au cours de son travail depuis le point de départ jusqu'au point final, cette force extérieure va communiquer une énergie au livre. Ça n'a plus rien à voir avec une vitesse, et d'ailleurs, comme la vitesse ne change pas, il n'y a pas de variation d'énergie cinétique, donc on est en accord avec ceci. Il n'y a pas de force résultante qui serait une force extérieure, il n'y a donc pas de variation d'énergie cinétique, mais cette force extérieure qui s'oppose à une force conservative est capable de communiquer une énergie d'origine potentielle au livre. Alors pourquoi parle-t-on d'énergie potentielle? C'est un petit peu comme dans la classe. J'imagine que parmi vous, certains ont un potentiel artistique, mais je ne peux pas le savoir. La seule façon de le savoir, c'est de vous mettre au travail et de vous demander par exemple de faire une peinture. Si je ne vous mets pas au travail, je ne peux pas deviner votre potentiel. C'est pareil ici avec le livre. Si je ne libère pas le livre, si je ne le fais pas tomber, je ne peux pas voir l'énergie qu'il contient. Et pourtant, quand il est en altitude, il possède une énergie qui est une énergie potentielle gravifique. Potentielle parce qu'elle ne se voit pas, et gravifique parce qu'elle a été acquise en s'opposant à la force gravifique. Alors comment peut-on évaluer la valeur de cette énergie potentielle? Via le travail de la force extérieure. Le travail de cette force extérieure, vous le savez, c'est par définition la valeur de la force, multiplié par le déplacement, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux. Le déplacement ici, c'est un vecteur qui a comme origine le point de départ, et comme extrémité le point d'arrivée. Voici donc le vecteur déplacement. Entre ce vecteur et le vecteur force extérieure, l'angle est nul, et donc cosinus de 0 degré, ça vaudra 1.
Par ailleurs, la force extérieure, on l'a dit, elle est exactement égale à la force gravifique. C'est donc simplement la masse du livre fois le facteur gravifique qui vaut 9,8 dans nos régions, multiplié par le déplacement. Quelle est la valeur de ce vecteur déplacement? C'est bêtement la différence entre la hauteur finale et la hauteur initiale. Si je distribue cette parenthèse, je me retrouve avec ceci. Et le terme mgh possède les dimensions d'une énergie, c'est l'énergie potentielle gravifique. Donc on pourra noter que l'énergie potentielle gravifique est simplement donnée par mgh. Alors attention, cette énergie potentielle est toujours définie par rapport à un point de référence, par rapport à une configuration de référence. Ici, ce serait par rapport au niveau du sol, et c'est d'ailleurs la plupart du temps le cas. On suppose, on choisit l'énergie potentielle nulle au niveau du sol, et donc forcément, plus on donne de l'altitude au livre, et plus il possède une énergie potentielle gravifique importante par rapport au sol. C'est donc une énergie qui ne dépend que de la configuration du système, dans ce cas-ci, de l'altitude du livre. Alors, si je réexprime encore ceci autrement, on voit que le travail de la force extérieure, c'est juste la différence entre l'énergie potentielle gravifique finale et l'énergie potentielle gravifique initiale. Je peux donc dire que le travail de la force extérieure qui s'oppose à une force conservative est de faire varier l'énergie potentielle gravifique. Je vous ai dit tout à l'heure que l'autre type d'énergie potentielle étudiée cette année, c'est l'énergie potentielle élastique. Je prends donc comme système le système ressort-masse qui, dans sa configuration initiale, ne possède aucune énergie, puisque le bloc n'est pas en mouvement et que le ressort n'est ni comprimé ni allongé. Si je prends un agent extérieur qui étire progressivement le ressort, alors ce dernier va exercer une force de rappel de plus en plus grande vers la droite, et je m'arrange pour que la force extérieure soit toujours exactement la même que cette force élastique. On se retrouve donc avec, sur ce bloc, une force résultante qui est nulle, exactement comme dans la dia précédente, et une force extérieure qui s'oppose à une force intérieure, qui plus est une force conservative. Dans ce cas de figure, c'est un petit peu plus compliqué pour évaluer le travail réalisé par la force extérieure, simplement parce que cette force est de plus en plus grande. Donc, comme cette force n'est pas constante, je ne peux pas appliquer cette formule telle que ceci. Je dois faire une intégrale entre le point initial et le point final. Vous n'êtes pas encore capable de le faire, il faut attendre d'être en réto pour ça. Croyez-moi sur parole, le travail de cette force extérieure est donné par ceci. C'est donc de nouveau une variation entre deux paquets d'énergie qui ont cette expression-ci, kx au carré sur 2. Kx carré sur 2, c'est l'énergie potentielle élastique en physique, où x est la distance sur laquelle le ressort est allongé ou comprimé. K, vous connaissez, vous l'avez vu quand vous avez étudié les dynamomètres, c'est ce qu'on appelle la constante de raideur du ressort. Cette constante est exprimée en newton par mètre et elle me dit donc, comme son nom l'indique, si le ressort est souple ou s'il est rigide. Elle me dit combien de newtons je dois exercer pour comprimer ou pour allonger le ressort d'1 mètre. On se retrouve donc avec cette force extérieure qui s'oppose à une force interne conservative et qui communique au système une énergie potentielle, mais cette fois une énergie potentielle élastique. Et le travail de la force extérieure sera égal à la variation d'énergie potentielle élastique. À nouveau, il faut choisir une configuration de référence, parce que c'est toujours par rapport à cette configuration de référence qu'on déterminera la valeur de l'énergie potentielle élastique. Dans notre cas, c'est simple, on prendra la configuration pour laquelle le ressort n'est ni allongé ni comprimé. Alors, je reprends ce premier cas de figure qui est assez important. Si j'ai au départ une pomme qui est posée à la surface de la Terre, elle ne possède donc, par rapport à ce niveau 0, aucune énergie potentielle gravifique, et comme elle n'a pas de vitesse, elle ne possède aucune énergie cinétique. Cette pomme est soumise à une force interne conservative qui est sa force gravifique. Si je demande à un agent extérieur de surélever cette pomme à vitesse constante, c'est-à-dire que la valeur de la force est sans cesse égale à la valeur de la force gravifique qui est une force conservative, alors on vient de le voir, cette force extérieure effectue un travail positif qui a pour effet d'injecter dans le système une énergie potentielle gravifique. Donc le système, dans sa configuration de départ, n'avait pas d'énergie, se retrouve maintenant avec une certaine quantité d'énergie potentielle gravifique, qui pourrait être évaluée par la formule mgh, h étant
la distance entre le point initial et le point final. Si je reprends ce système qui possède donc maintenant de l'énergie, cette pomme possède une énergie, et que je fais disparaître la force extérieure, alors la pomme va se retrouver juste soumise à sa force interne conservative qui est la force gravifique. Que se passe-t-il dans ce cas ? Elle perd progressivement son énergie potentielle par rapport au sol, puisqu'elle perd sa hauteur, mais par contre, vous savez tous qu'elle va acquérir de la vitesse, et donc elle va acquérir de l'énergie cinétique. Donc toute l'énergie potentielle gravifique que l'on possédait au départ a été convertie sous forme d'énergie cinétique que l'on peut évaluer avec la formule mv²/2. Donc si cette pomme possédait au départ 10 joules d'énergie potentielle gravifique, au moment de son impact avec le sol, elle possédera 10 joules d'énergie cinétique puisque cette seule force interne aura eu comme effet de convertir l'énergie potentielle en énergie cinétique. Donc si je reprends, une force extérieure qui s'oppose à une force conservative apporte une nouvelle énergie au système que l'on appelle une énergie potentielle, gravifique dans ce cas, puisqu'on s'oppose à la force gravifique, et quand une force interne agit sur un système, elle ne peut pas injecter une nouvelle énergie, elle ne peut que la transformer. Dans ce cas-ci, le poids transforme l'énergie potentielle gravifique en énergie cinétique. Deuxième cas de figure, je reprends le ressort, pas de vitesse pour ce bloc, pas d'énergie cinétique, le ressort n'est ni comprimé ni allongé, pas d'énergie potentielle élastique. Je vais faire agir une force extérieure sur le système qui va comprimer progressivement le ressort. Comme le ressort se retrouve comprimé progressivement, il exerce une force élastique, qui est une force interne au système bloc-ressort et qui est une force conservative. Du coup, l'effet de cette force extérieure qui va sans cesse s'opposer à la force élastique sera de donner au système qui ne possédait pas d'énergie une énergie d'origine potentielle, et dans ce cas-ci élastique, puisque la force extérieure s'oppose à une force conservative élastique. Ce système a donc stocké dans son ressort une certaine quantité d'énergie qui lui vient du travail de cette force extérieure. Je reprends ce système avec son énergie potentielle élastique et je libère le potentiel, c'est-à-dire que je fais disparaître la force extérieure. Le système est alors soumis à sa seule force intérieure qui aura comme effet de transformer cette énergie potentielle en une autre énergie, et vous savez très bien que ce ressort va se retrouver dans sa position, dans sa configuration de départ, c'est-à-dire ni allongé ni comprimé, mais qu'il va éjecter alors le bloc avec une grande vitesse, et donc le système va acquérir une énergie cinétique. Donc, lorsqu'on laisse cette force intérieure travailler, elle a comme effet de convertir l'énergie potentielle élastique en énergie cinétique. Ce que nous devons retenir, une force extérieure transfère une nouvelle énergie à un système, une force extérieure qui s'oppose à une force conservative transfère une énergie potentielle au système. Si on s'oppose au poids, c'est une énergie potentielle gravifique. Si on s'oppose à un ressort, donc à une force élastique, c'est une énergie potentielle élastique. Et lorsqu'on laisse les forces internes au travail seules, elles ne peuvent pas ajouter une nouvelle énergie au système ou la lui reprendre, elles ne peuvent que transformer une énergie d'une forme en une autre. Alors on peut passer aux exercices. Les exercices les plus simples seront les suivants. Calcule l'énergie potentielle gravifique des corps par rapport au sol. On sait que l'énergie potentielle gravifique est donnée par mgh, où h est la hauteur par rapport au sol. Donc si on a une balle de tennis qui est au sommet de l'antenne de la tour Eiffel, on a comme énergie potentielle gravifique la masse de l'objet. Attention, je vous ai dit tout à l'heure, ceci c'est une énergie, ce sont donc des joules. Vous êtes obligé de travailler avec des masses en kilogrammes et des altitudes en mètres. Le facteur gravifique, quant à lui, est toujours donné par 9,8 et pour faire simple, on prendra 10 newtons par kilogramme. L'énergie de la balle de tennis sera donc donnée par 57, attention ce sont des grammes, donc 57 millièmes de kilogramme, multiplié par le facteur gravifique qui vaut plus ou moins 10, multiplié par l'altitude par rapport au sol qui vaut 324. On obtient une énergie de plus ou moins 185 joules. Un élève de 70 kg allongé dans un canapé de 50 cm de haut, cette fois la masse est dans la bonne unité. Par contre, c'est l'altitude par rapport au sol que vous devez modifier puisque vous devrez l'exprimer en mètres. Et l'énergie potentielle gravifique que possède cet élève, c'est donc sa masse
multiplié par le facteur gravifique multiplié par l'altitude, c'est-à-dire par 0,5. On se retrouve alors avec 350 joules d'énergie potentielle gravifique par rapport au sol. Donc ça, c'est juste une application de formule, c'est assez simple. Un autre type d'exercice, c'est celui-ci. Vous avez une goutte d'eau de 30 microgrammes. Attention, 30 microgrammes, c'est 30 fois 10 moins 6 grammes. Mais en physique, on ne travaille pas en grammes, on travaille en kilogrammes. On doit donc encore diviser par 1000. Ça fait 30 fois 10 exposant moins 9 kg. Est élevé dans le vide à vitesse constante à une altitude de 2 km. Attention, on ne peut pas travailler en kilomètres. Ça nous donne donc 2000 mètres. Étudie l'énergie du système. Quand la goutte est au niveau du sol, on va considérer qu'elle ne possède pas d'énergie potentielle gravifique puisqu'elle est au niveau du sol. Elle ne possède pas de vitesse, elle n'a donc pas non plus d'énergie cinétique. Si vous élevez à vitesse constante cette goutte d'eau, ça veut dire que vous allez exercer vers le haut une force et vous êtes un agent extérieur pour le système goutte-terre. Et cette force que vous exercez va parfaitement s'opposer au poids, c'est-à-dire à la force gravifique de la goutte d'eau. Vous allez élever à vitesse constante cette goutte d'eau jusqu'à sa configuration finale ici, qui est une altitude h par rapport au sol. Comme cette force extérieure effectue un travail positif, la force est dans le sens du vecteur déplacement, et que cette force extérieure s'oppose à une force interne conservative, elle va donc communiquer à la masse une énergie potentielle, gravifique dans ce cas-ci, et donc vous allez progressivement remplir ce réservoir. Le travail de l'agent extérieur aura donc été de communiquer au système une énergie qu'il ne possédait pas initialement. L'énergie du système au point de départ est nulle, l'énergie du système au point final, c'est l'énergie potentielle gravifique de la gouttelette, c'est-à-dire mgh, autrement dit 30 fois 10 moins 9 fois 10 fois 2000 mètres d'altitude, ce qui nous donne 6 fois 10 exposant moins 4 joules. Donc, le système possède, dans cette configuration-ci, une énergie potentielle gravifique de 0,6 millième de joule. Si on reprend maintenant cette goutte et qu'on la laisse tomber sous l'influence de son seul poids, ça veut dire que je laisse tomber cette force extérieure, l'agent retire son influence, et donc cette goutte tombe sous l'influence de son seul poids. Alors, ce système est uniquement soumis à une force interne qui a comme seul effet de convertir l'énergie existante. On se retrouve ici avec une altitude de 2000 mètres par rapport au sol, donc on l'a calculé juste avant, une énergie potentielle gravifique de 6-10-4 joules. La gouttelette n'a pas de vitesse, elle n'a donc pas d'énergie cinétique dans cette première configuration. La goutte tombe et se retrouve sur le sol. Elle heurte le sol avec une grande vitesse et donc avec une grande énergie cinétique. Et dans cette configuration finale, elle n'a plus de hauteur par rapport au sol. Elle n'a donc plus aucune énergie potentielle gravifique. Mais par contre, toute l'énergie gravifique qu'elle possédait au départ, elle l'a convertie sous forme de vitesse. Et donc, l'énergie cinétique vaut 6 fois 10 moins 4 joules. Donc, c'est une force interne au travail qui a comme seul effet de transformer une énergie potentielle gravifique en une énergie cinétique. Le deuxième exercice, je prends cette fois un agent extérieur pour comprimer un ressort sur une distance de 5 cm. Donc attention, la distance n'est pas dans la bonne unité, c'est 5 centièmes de mètre. Ceci, c'est la constante de raideur du ressort, c'est donc la valeur de K qui est exprimée dans la bonne unité. On prend un bloc de glace sur une paroi de glace également et on considère donc qu'il n'y a pas de force de frottement. Et on me demande d'étudier le système ressort-bloc point de vue énergétique. Le bloc est donc soumis à sa force gravifique, qui est compensée par la réaction normale de la part du support. Je demande à une force extérieure d'agir. Et forcément, dès que cette force extérieure va comprimer le ressort, on aura une force élastique qui va apparaître, qui est une force de rappel. Et cette force extérieure va s'opposer sans cesse à la force de rappel. Le déplacement, lui, est vers la gauche, on comprime le ressort, donc le vecteur déplacement est comme ceci. Ces deux forces s'annulent et ne peuvent de toute façon pas travailler puisqu'elles sont perpendiculaires au déplacement.
l'angle θ vaut 90 degrés, cosinus de 90 degrés, ça vaut 0, on l'a déjà vu. Et on se retrouve avec une configuration où on a une force extérieure qui effectue un travail positif, qui s'oppose à une force intérieure conservative, qui est la force élastique. Son effet sera donc de communiquer une énergie potentielle élastique au système cube de glace ressort. Donc on se retrouve avec la configuration finale qui est celle-ci. On a toujours la force exercée par l'agent extérieur qui s'oppose à la force élastique, et puis la force gravifique et la réaction normale de la part de la surface d'appui. Mais dans cette deuxième configuration, le système possède une énergie qui vient du travail positif de l'agent extérieur. On a donc rempli l'énergie potentielle élastique. Avec quelle valeur? Eh bien, on a dit que l'énergie potentielle élastique était donnée par kx carré divisé par 2. K est la constante de raideur du ressort, elle vaut 20. X, c'est la distance sur laquelle on comprime ou on allonge le ressort. On a dit qu'on le déplaçait sur 5 cm. C'est donc 5, 10 moins 2. Attention, n'oubliez pas d'élever au carré. Le tout divisé par 2. On se retrouve avec 0,025 joules d'énergie potentielle élastique. Donc on a une force extérieure qui a travaillé contre une force conservative interne et qui a comme effet de donner au système une énergie qu'elle ne possédait pas et une énergie d'origine potentielle. Reprenons ce système dans son état de départ et on libère cette fois l'agent extérieur. Donc l'agent extérieur enlève sa force. On se retrouve donc avec ce bloc qui est soumis à une force exercée vers la droite, qui est la force élastique, qui est une force interne. On a toujours la force gravifique, mais qui ne peut pas travailler, et la réaction normale qui ne peut pas travailler non plus. Quel sera l'effet de cette force élastique, qui est une force interne? Ce sera de convertir l'énergie potentielle élastique en énergie cinétique. En effet, dans sa configuration finale, le ressort ne sera plus comprimé, et il n'est pas allongé non plus. Son énergie potentielle élastique est donc nulle, tandis que le bloc de glace sera éjecté à grande vitesse, et donc le système ressort-bloc possédera alors une grande énergie cinétique. Quelle est sa valeur? Forcément la même que celle-là, c'est-à-dire 0,025 joules d'énergie cinétique. Voilà donc les deux exercices plus compliqués que vous pourriez avoir à faire. Donc soit on vous demande simplement d'évaluer l'énergie potentielle gravifique par rapport au sol, ou l'énergie potentielle élastique par rapport à une configuration de départ, et c'est donc bêtement l'application des formules mgh ou kx carré sur 2, soit on vous demande d'expliquer comment on peut donner une énergie potentielle à un système, et dans ce cas-là, il faut qu'une force extérieure travaille en s'opposant à une force intérieure conservative. Je vous rappelle qu'on ne verra cette année que deux forces conservatives, la force gravifique ou la force élastique. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Je pense que c'est la plus difficile sur l'énergie, mais elle vaut la peine d'être bien comprise. J'associe, comme à mon habitude, une série d'exercices. Vous les faites, d'ici quelques jours, je publie les exercices résolus, et puis on en reparle ensemble si c'est trop compliqué pour vous. Bon courage, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À bientôt.